Après 3 jours de voyage, nous sommes arrivés à Auschwitz, au beau milieu de la nuit. Soudain, il y a eu une lumière aveuglante et un bruit assourdissant. C'était le chaos absolu. La sélection a commencé. Gauche, droite, gauche, droite. Il était toujours très élégant. Il portait presque systématiquement des gants blancs. Il avait un visage agréable, avec des traits plutôt fins. Et puis, il avait des yeux qu'on n'oublie pas. Les enfants d'Auschwitz. Le docteur Mengele les appelle ses cobayes. Des objets d'étude et d'expérimentation. Il était sans scrupules. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas un vrai médecin. Ça ne l'intéressait pas de sauver des vies. Mengele était plus intéressé par la mort. C'était quelqu'un de mauvais. Le diable en personne. Janvier 1945. Les Allemands quittent précipitamment Auschwitz. Le docteur Joseph Mengele ne sera jamais appréhendé. Mais le souvenir de ses crimes ne cessera de le tourmenter. La peur d'être découvert. S'agit-il de l'ange de la mort d'Auschwitz? Joseph Mengele est né en 1911 à Günzburg, sur les bords du Danube. Un enfant sans histoire. Son père est un riche fabricant de machines agricoles. Le jeune Mengele, conscient de son statut social, est un bon vivant. C'est un habitué du café Madère, le lieu de rendez-vous de Günzburg. Il est plus intéressé par le relationnel que par le politique. Mais tout va changer avec cet homme. Hitler est l'idole de la famille Mengele. Notamment parce qu'il a promis de venir en aide aux paysans allemands, principaux clients de M. Mengele. Son fils n'a pas l'intention de reprendre l'entreprise familiale. Il veut suivre sa propre route. À l'université de Munich, Joseph Mengele rêve de devenir médecin et chercheur. L'idéologie raciste d'Hitler lui est totalement étrangère, mais elle se justifie d'un point de vue scientifique. Joseph Mengele se passionne pour l'anthropologie. Il souhaite fournir la preuve officielle de l'infériorité des races non-aryennes, principal fondement de l'idéologie nazie. Et le règne de l'immoralité va atteindre son paroxysme ici. Mengele touche enfin son rêve du doigt. Un jour, on connaîtra mon nom. À Francfort, le jeune médecin participe au développement du concept de race aryenne. Il est l'assistant du professeur Ottmar von Verschuer, un éminent généticien.
Et il devient l'instrument zélé de cet homme, désireux de créer une race supérieure. Les autorités sont amenées à déterminer la pureté de la race. Êtes-vous arien ou juif? Le jeune docteur Mengele est sollicité en sa qualité d'expert. Il opère une sélection. Même si on ne parle pas encore de solution finale. Inapte à la vie en communauté, vous n'êtes pas le bienvenu. Les personnes déclarées aptes à la vie en communauté défilent au pas. Les médecins sont également représentés. Ils ont pour mission de façonner la race supérieure. Was wir zu bessern haben, das wissen wir selbst. Und was Menschen bessern können, das werden wir bessern. Mengele souhaite se faire un nom, et vite. À cette époque, cela n'est possible qu'au sein des SS. Les SS, ordre noir du régime et instrument de l'élitisme racial. Mengele se marie à l'été 1939 avec le consentement des SS. Il passe son voyage de noces sur l'île de Sylt. Bon baiser de Joseph et Irène Mengele, et encore merci pour le magnifique bol. Les choses auraient pu tourner bien différemment s'il n'y avait pas eu la guerre. Son épouse affirmera plus tard avec conviction, il a toujours été très gentil. C'était un homme très gentil. Le docteur Mengele était quelqu'un d'agréable et de bien élevé. Il a toujours été correct avec tout le monde, jamais agressif. Lorsqu'il nous arrivait de faire une erreur dans notre travail, il ne s'énervait jamais. Au contraire, il se montrait très compréhensif. Les nazis ne montrent en revanche aucune mansuétude envers les handicapés de l'Allemagne hitlérienne. Première victime d'une idéologie qui ne tolère que les forts et les saints d'esprit. En 1939, un film annonce la couleur de ce qui va suivre. L'Allemagne dépense chaque année plus de 700 millions de marks pour ces malheureux. Des exemples tirés du monde animal justifient la nécessité de tuer les plus faibles. Au sein d'une même espèce, on assiste à des combats débouchant sur la mort du plus faible. Les handicapés vont à l'encontre de l'idée de race pure et héroïque. Seul un peuple fort et en bonne santé est amené à survivre afin de laisser un héritage à la nation et au monde. En Allemagne, on assiste à une guerre interne sans précédent. De plus en plus de médecins endossent le rôle de bourreaux. Cela commence par la stérilisation et l'avortement et débouche sur des meurtres. On appelle cela le droit de détruire la vie dénuée de valeur. Autrement dit, l'euthanasie. On recense des centaines de milliers de morts. La médecine avance main dans la main avec la dictature. Les blouses blanches deviennent un uniforme à part entière. On ne prête plus le serment d'Hippocrate. On prête désormais serment au maître absolu. Sans aucun scrupule. Ni mauvaise conscience.
Sous couvert de la guerre, toutes les barrières tombent. Les sous-hommes, comme les qualifie la propagande, sont mis à disposition. Comment lutter contre le typhus? Pour le savoir, il suffit de réaliser des expérimentations sur l'homme. Les prisonniers des camps de concentration sont infectés par des agents pathogènes. Rares seront les survivants. Comment réagit l'organisme à des altitudes extrêmes? Pour le savoir, il suffit de réaliser des expérimentations sur l'homme. Les prisonniers des camps de concentration sont soumis à une forte dépressurisation et meurent dans d'atroces souffrances. Certains sont même disséqués vivants. L'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin où a été formée l'élite de l'eugénisme nazi. Les meurtriers en blouse blanche participent, eux aussi, au génocide. L'Institut Kaiser Wilhelm est le pivot de l'exploitation du corps humain. Le professeur Ottmar von Verschuer a l'idée de se servir de jumeaux afin de déchiffrer le code génétique. Il demande des fonds pour financer ses recherches. Le professeur Sauerbruch donne son accord pour un meurtre. Ce qui me chagrine le plus, c'est de savoir que cet homme, qui croyait pratiquer une science au service de l'humanité, pratiquait en fait une science qui a conduit l'homme à sa perte. Verschuer nourrit un projet ambitieux, procéder à des sélections génétiques afin de créer un surhomme. Pour cela, il est nécessaire de tuer des gens et de collecter des échantillons. Essentiellement des enfants. Mengele réintègre l'Institut au courant de l'été 1942. Après un séjour sur le front. En tant que médecin SS sur le front russe, il a pratiqué quotidiennement des sélections. Il décidait qui, parmi les blessés, pouvait survivre et qui était condamné à mourir. Le capitaine Mengele n'a cependant pas pris part à cela. Mais sur les conseils de son mentor, Mengele accepte de donner un nouvel élan à sa carrière. Verschuer offre à Mengele un paradis de recherche unique. Un incroyable réservoir de cobayes. Des milliers de sujets d'études disponibles en permanence. Le camp d'Auschwitz ne reconnaît pas le droit à la vie, ni la pitié. Bienvenue dans l'usine de la mort. Mai 1943, il est envoyé en Pologne. Le docteur Mengele sait-il ce qui l'attend là-bas? Juden und Bakterien und Läuse und Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Le voilà arrivé à destination. Le 30 mai 1943, le docteur Joseph Mengele prend son service à Auschwitz. Des milliers de personnes venues des 4 coins de l'Europe affluent chaque jour à Auschwitz. J'ai été envoyée là-bas avec toute ma famille.
Même les enfants, petits et grands, étaient envoyés là-bas. Mais on ne savait pas où on avait atterri. Est-ce qu'on était venu là pour travailler? On se disait qu'il y aurait peut-être un jardin d'enfants pour les plus jeunes. Voilà ce qu'on s'imaginait. Personne n'avait entendu parler d'Auschwitz. Le train est parti. On a voyagé nuit et jour, dans des conditions très difficiles. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de toilette, rien du tout. Après 3 jours de voyage, nous sommes arrivés à Auschwitz, au beau milieu de la nuit. Soudain, il y a eu une lumière aveuglante et un bruit assourdissant. C'était le chaos absolu. Il devait être 2 heures du matin. Quand on est descendu du wagon, on nous a aussitôt séparés. Les hommes à droite, d'un côté les parents, de l'autre les enfants. L'instant d'après, on était tous séparés. Avec mon frère, on a entendu quelqu'un dire « Les jumeaux, par ici ». Les jumeaux, sortez du rang. Plus vite, maudit juif. Dehors, dehors! On nous a demandé de descendre et de nous mettre en rang. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. C'est là qu'on a vu Mengele. On aurait dit Napoléon. Les forts étaient envoyés d'un côté afin de servir de main-d'œuvre. Tous ceux qui devaient être tués étaient envoyés de l'autre côté. Nous, les enfants, n'étions pas considérés comme de la main-d'œuvre. Nous devions suivre nos mères et aller du côté des condamnés à mort. À Auschwitz, les médecins étaient tous sous pression. C'était à nous de décider où envoyer ces milliers de gens, à gauche ou à droite. C'était ça notre quotidien. Il n'a pas prononcé le moindre mot. Il se contentait de siffloter un morceau d'opéra. On aurait dit qu'il dirigeait un orchestre symphonique. Droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche. C'était un médecin nazi, mais un peu différent des autres. Les nazis croyaient tous que les juifs étaient des dégénérés et qu'ils étaient inférieurs physiquement. Mengele était d'avis qu'il existait 2 peuples vraiment doués sur Terre, les Allemands et les Juifs. L'un de ces 2 peuples était amené à dominer le monde, et lui préférait que ce soit les Allemands qui dirigent le monde et non les Juifs. Il a beaucoup réfléchi à ce qu'était son devoir. Était-ce son devoir de faire le travail pour lequel on l'avait embauché, autrement dit tuer les Juifs, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres aspects à prendre en compte? Voici l'air que Mengele sifflote souvent devant les jumeaux d'Auschwitz. Les journées à Auschwitz commençaient toujours par l'appel. Tous les prisonniers devaient rester debout des heures devant leur baraquement.
On ramenait même les morts. Et quand quelqu'un manquait à l'appel, on était contraint d'attendre jusqu'à ce qu'on le retrouve. Ensuite, les jumeaux étaient conduits au laboratoire pour y subir des examens. Les premiers examens ont consisté à comparer différentes parties du corps, comme les yeux, la taille, le nez, tous les signes extérieurs. Ça a duré plusieurs heures, plusieurs jours même. Ensuite, ils ont procédé à des transfusions sanguines d'un jumeau à l'autre. Je me souviens de plusieurs paires de jumeaux auxquels on a prélevé du sang. On leur a prélevé tellement de sang qu'ils sont tombés dans les pommes. Ils ne tenaient plus debout. Ils se sont écroulés au sol comme de vulgaires sacs en plastique ou comme des bouteilles de bière vides. Et puis ils ont été tués. Ils étaient devenus inutiles. Cette image restera à jamais gravée dans ma mémoire. Jamais je ne pourrai l'oublier. Dans cet endroit protégé par des barbelés, vivent des centaines de jumeaux, disponibles sur demande. Le zoo humain de Mengele. Leur sort n'est pas encore scellé. Ils sont considérés comme des élus, car ils appartiennent à Mengele. Il avait droit de vie ou de mort sur nous. On tremblait. Oui, on tremblait. On avait tellement peur de lui. On s'enfuyait quand on le voyait approcher. On avait peur qu'il nous fasse subir des examens. Ou bien qu'il nous envoie au crématorium. Oui, on tremblait quand on le voyait. Mais voilà le véritable maître du royaume des morts. Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. Und Sie wissen auch, dass es hier gar kein Pardon gibt. L'instigateur de la solution finale n'a jamais mis les pieds à Auschwitz. Hitler n'a même jamais entendu parler de Mengele, bien que l'ange de la mort ait accepté d'être son complice. Au bout de quelques jours, on connaissait tous Mengele. De grande taille, impressionnant et plutôt bel homme. Tous les matins, il venait assister à l'appel devant le bloc des jumeaux. Mengele était un très bel homme. Il était jeune, environ une trentaine d'années. Il se considérait comme le père de tous ses jumeaux. Quand on avait quelque chose à lui demander, il notait tout scrupuleusement. Le soir, des soldats venaient souvent chercher ceux qui avaient émis un souhait. On ne les revoyait plus. Ils avaient été tués. Ils n'utilisaient pas de cobayes. Ils utilisaient des humains. Ça ne devait pas coûter plus cher. Et on ne pouvait pas leur reprocher de faire leurs tests sur des animaux. Ils effectuaient de vrais tests. Le fait qu'on utilise des humains pour des expériences scientifiques était tout à fait accepté dans le contexte d'Auschwitz. Seuls les plus forts étaient amenés à survivre. Il fallait bien éliminer les faibles pour que les forts puissent survivre. L'ange de la mort injecte des bactéries dans l'organisme des prisonniers, leur ouvre le crâne, prélève une partie de leurs organes.
Grâce à ses études sur les jumeaux, il espère être nommé professeur et pouvoir sauver des vies. Que je sois en bonne santé ou bien malade, que je sois normal ou bien fou, une chose est sûre. Sans le docteur Mengele, je ne serais pas assis là aujourd'hui. Le médecin de la mort a fait avorter plusieurs femmes et a envoyé les fœtus à Berlin afin de les faire examiner. Les enfants d'Auschwitz l'appellent Tonton. Lorsqu'il est question de ces enfants, j'avoue que ça dépasse mon entendement. Il était tellement heureux auprès de ces gamins, surtout des filles. Il aimait les emmener faire le tour du camp en voiture. Il essayait au maximum de leur faire plaisir, parce qu'il savait que quelques jours plus tard, il aurait besoin d'eux pour une autopsie. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Mais pour lui, c'était une évidence. À ce moment-là, j'ai arrêté d'adhérer aux idées de Mengele. Je ne pouvais plus le suivre. Un jour, il est venu chercher les jumeaux Dieter et Nina. L'un d'eux était bossu. Il les a emmenés avec lui et les a ramenés le lendemain ou bien 2 jours plus tard. C'était horrible. Il avait cousu les enfants ensemble, dos contre dos. Leurs mains, leurs veines, leurs plaies étaient pleines de pus. Les enfants ne pleuraient même pas. Ils se contentaient de gémir. C'était affreux. Il faut bien comprendre que Mengele a conduit les jumeaux à l'hôpital et les a opérés pour en faire des siamois. Il voulait voir si ça fonctionnait. Un seul corps, 2 cœurs, 2 organismes. C'est monstrueux. 3 jours plus tard, les parents des jumeaux, 2 gitans du nom de Igris et Tigris, ont étouffé leurs enfants pour abréger leurs souffrances. Les crimes et la guerre ne font plus qu'un. À l'été 1944, les soldats d'Hitler se battent afin de couvrir le génocide. Et Mengele? On était au mois de septembre 1944. Je l'ai rencontré par hasard dans la rue du camp. Il m'a dit « Ah, bonjour collègue, dites-moi, est-ce que je vous ai déjà montré les résultats de mes recherches scientifiques ?» Je lui ai répondu « Non, capitaine, jamais. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer. » Il y avait plein de feuilles de papier remplies de beaux dessins, ainsi qu'un gros classeur que j'ai feuilleté. J'ai pensé, pourquoi est-ce qu'il me montre ça? Il m'a demandé, ce n'est pas beau? Il m'a tendu des photos en me demandant, ce n'est pas beau? Je me suis contentée de hocher la tête et une fois que j'ai eu terminé de feuilleter, il a refermé le classeur et il m'a dit, c'est triste de savoir que tout ça va tomber entre les mains des bolcheviks. Janvier 1945. L'armée rouge continue sa progression à l'ouest. Alors que les soldats de Staline se rapprochent du camp, le médecin d'Auschwitz rassemble ses affaires. J'ai compris qu'il m'avait montré tout ça parce que, au cas où je survivrais, je pourrais témoigner du fait qu'il s'agissait d'expériences scientifiques et anthropologiques, tout ce qu'il y a de plus normal. Le reste, il ne me l'a pas montré. Il avait tout préparé. Il savait que la guerre était perdue.
Je pense que Mengele n'a pas eu suffisamment de temps pour mener à bien ses expériences. Quand il a su qu'il allait devoir quitter le camp à cause de l'arrivée des Russes, il a essayé de tuer tous les jumeaux dans la chambre à gaz. Un jour, ils ont emmené tous les enfants au crématorium et ils nous ont fait nous déshabiller. Au bout de 10 minutes, quelqu'un a dit qu'on pouvait ressortir. Ils étaient à court de Zyklon B. Ils n'ont pas pu tuer les enfants qui étaient encore en vie. Au musée d'Auschwitz, on trouve une liste rédigée par Mengele avec les noms des jumeaux gazés. Ma sœur Eva et moi-même figurons sur cette liste. C'est un miracle qu'on soit encore en vie. Dans la nuit glaciale du 17 janvier 1945, le docteur Joseph Mengele, capitaine des SS, quitte le camp d'Auschwitz. Il emporte avec lui tous les protocoles de ses études sur les jumeaux. Le camp d'Auschwitz est libéré. Sur les 3000 jumeaux recueillis par Mengele, seuls 180 ont survécu. Mais le souvenir de ce qu'ils ont subi les hante encore. C'est comme un fantôme. Mengele nous a hantés toute notre vie. Si on est malade aujourd'hui, c'est à cause de lui. Tout est sa faute. Oui, c'est à cause de lui. La souffrance est bien là. Chaque jour est un combat. On m'a injecté du poison. Je ne sais toujours pas ce que c'était. À cause de ces expériences, je suis handicapé aux 2 tiers. Je suis atteint de tremblements et d'attaques d'épilepsie. Vous parlez d'une vie? Le cauchemar est terminé. Caché au milieu des 3 millions de prisonniers de guerre, le SS Joseph Mengele se fait passer pour un simple soldat de la Wehrmacht. Il a changé d'uniforme. Les Américains sont totalement dépassés. Comment identifier un criminel de guerre nazi ? Les Alliés, et plus particulièrement les Américains, ont utilisé une méthode très simple afin de déterminer qui faisait partie des SS et qui n'en faisait pas partie. Ils se sont servis du tatouage que les SS avaient sur le bras gauche, indiquant leur groupe sanguin au cas où ils seraient blessés au combat. Ils ont simplement demandé aux gens d'enlever leur chemise et de lever les bras. Mengele n'avait pas de tatouage. C'est ce qui lui a permis de passer au travers de cette méthode pourtant efficace d'identification. Mangolding, un petit village situé près de Rosenheim, en Haute-Bavière. Mengele se cache chez un paysan du nom de Fischer. Il se fait désormais appeler Fritz Hollmann. En le voyant arriver, on a pensé, en voilà un autre qui, une fois la guerre terminée, cherche du travail. Beaucoup ne savaient pas où aller, et peut-être qu'ils n'avaient nulle part où aller. Mengele s'est débrouillé pour avoir un toit sur la tête. Le docteur travaille désormais comme domestique. Il nettoie les étables et trie les pommes de terre. Son dortoir. Le médecin de la mort suit à distance le procès de Nuremberg. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que ces actes monstrueux ne soient découverts. Que risque-t-il ? Ça ne fait aucun doute qu'il aurait été condamné à mort.
Été 1946. Le quartier général des États-Unis à Augsbourg reçoit une mission de premier plan. Retrouver Mengele et l'incarcérer. Les recherches se concentrent sur son ancien domicile de Günzburg et sur son épouse. À plusieurs reprises, Irene Mengele est entendue par la police militaire. À chaque fois, la femme, en pleurs et toute de noir vêtue, affirme que son mari est mort. La soi-disant veuve joue son rôle avec conviction. Presque chaque jour, Irene se rend à l'église où elle prie pour l'âme de son époux défunt. Les Américains surveillent Irene Mengele, mais pas d'assez près visiblement. Irene et Joseph se retrouvent régulièrement en secret, non loin de la ferme où ils travaillent. Irene conseille à son mari de fuir, mais l'ange de la mort hésite encore. Fin 1946, ses collègues sont devant le tribunal, des meurtriers en blouse blanche. Mengele se serait-il aussi cherché des excuses? À Nuremberg, aucun médecin n'a été accusé de crimes pseudo-scientifiques du style de ceux perpétrés par Mengele. Mengele aurait pu être la figure de proue lors du procès des médecins. Mais ça n'a pas été le cas, parce que l'accusation était persuadée à l'époque que Mengele était mort. Mengele ignore tout de cela. Il vit dans la peur et refuse de se laisser aller au soulagement. Après l'instauration de la réforme monétaire, nous nous sommes rendus sur un marché et avons filmé des images qui nous auraient semblé impensables il y a peu encore. Des légumes frais en quantité et un vaste choix de produits de qualité. Il suffit de demander le prix, d'acheter et de rentrer chez soi le cœur tranquille. Suite à la réforme monétaire, les fruits semblent avoir mûri en une seule nuit. Les affaires sont florissantes, le choix est vaste et le service aimable. On trouve désormais des produits dont on osait à peine parler et qu'on se revendait sous le manteau. L'argent a repris toute sa valeur. Mengele, apeuré, a aussi besoin d'argent pour organiser sa fuite. Le samedi saint de 1949, le médecin des SS quitte son refuge champêtre. Première étape, Innsbruck. Un réseau de passeurs, grassement payés, a tout organisé, y compris un logement à proximité de la gare. Personne ne lui demande qui il est, ni où il compte aller. Nous sommes le dimanche de Pâques, 17 avril 1949, peu avant 18 h. Au départ d'Innsbruck, le train régional ne met qu'une petite heure pour atteindre le col du Brenner. Dernier arrêt avant l'Italie. Le bourreau d'Auschwitz descend du train. Un passeur l'attend pour lui faire passer illégalement la frontière. À bonne distance du poste frontière, Mengele pénètre en Italie par un vieux chemin de contrebandier. Sterzing. Dans ce petit village pittoresque des Alpes, l'émigrant est attendu à l'auberge La Croix d'Or par son contact Nino. Il lui fournit un faux passeport du Sud-Tyrol. Sous le nom d'Helmut Gregor, le meurtrier d'enfants poursuit son voyage jusqu'à Gênes. Là-bas, il échange son passeport du Sud-Tyrol contre une carte de réfugié émise par la Croix-Rouge internationale. En tant que réfugié, Mengele est autorisé à aller où il veut. Hans Sedelmeiser, responsable commercial de la société Mengele, a tout organisé.
Le 18 juillet 1949, il met le cap sur l'Argentine. 4 ans et demi se sont écoulés depuis Auschwitz. Buenos Aires, le port de tous les espoirs pour l'ange de la mort. Le voilà livré à lui-même. Helmut Gregor aile un taxi qui le dépose à l'hôtel Palermo. Cet hôtel très modeste héberge de nombreux immigrés, venus ici prendre un nouveau départ. Le dictateur Juan Perón admire l'efficacité nazie. Le colonel Rödel, ancien aviateur de l'armée allemande, est l'éminence grise du réseau nazi de Buenos Aires et un intime de Perón. Il faut bien comprendre que les droits de l'homme et la morale ne comptaient pas à cette époque. Si vous arriviez dans le pays avec de l'argent, vous pouviez acheter votre indépendance. Et c'est ce dont Mengele avait besoin. Il avait besoin d'indépendance. L'indépendance peut s'acheter, mais pas la paix de l'esprit. Mengele se réfugie dans les plaisirs. Sa nouvelle vie doit lui permettre de dompter sa peur. Mais les images de son passé le hantent toujours. 8 années se sont écoulées depuis Auschwitz. Grâce à la générosité de sa famille, Mengele devient partenaire dans la compagnie pharmaceutique Fadropharm. Libéré de tout souci financier, il vit malgré tout dans la peur de se faire attraper. Un soir, j'étais en visite chez lui. Il était très nerveux, comme à son habitude. Il sursautait au moindre bruit. Il surveillait tout ce qui se passait. J'ai aussi remarqué autre chose. Il ne parlait jamais de ce qu'il avait fait. Il était fatigué le matin, ça se voyait. Je n'oublierai jamais ce jour où il était assis en face de moi et où il s'est endormi à son bureau. 1956, une lettre d'Allemagne pousse Helmut Gregor à reprendre sa véritable identité. Son épouse, Irène, demande le divorce. L'ange de la mort ne se sent pas menacé. Il se rend à l'ambassade d'Allemagne et signe les papiers du divorce de son vrai nom. Le complice d'Hitler est fatigué des faux-semblants. Il souhaite se procurer un passeport allemand. Une simple formalité. L'administration n'a rien contre lui. Sa photo de passeport. Voilà à quoi ressemble le docteur de la mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Son ancien nom est retiré de l'annuaire téléphonique. Il apparaît désormais sous le nom de Mengele, avec son adresse. Sous son véritable nom, le bourreau d'Auschwitz réserve un vol de Buenos Aires jusqu'en Suisse. Il souhaite venir passer des vacances avec son fils Rolf et Martha Mengele, la veuve de son jeune frère Karl. Mengele arrive par des chemins détournés en Europe, puis finalement en Suisse. Une fois de plus, l'ami de la famille Mengele, Hans Sedlmayr, s'est occupé de tout. 12 années se sont écoulées depuis Auschwitz. Huit ans après son départ précipité, Mengele s'apprête à rentrer chez lui. Première étape, la station alpine d'Engelberg, non loin de la frontière allemande. Mengele vit son retour au pays comme un véritable triomphe. Personne ne se doute de la véritable identité de ce gentil client, bien qu'il voyage sous son véritable nom.
Après son séjour en Suisse, Mengele tente le tout pour le tout. Le voilà qui rentre à Günzburg en compagnie d'Hans Sedlmayr. Sa patrie. C'est l'heure de vérité. Mengele entre sur le territoire allemand de manière officielle et sans difficulté. Après plus de 15 ans, le voilà enfin de retour chez lui. Il se rend dans son village de Günzburg pour demander la main de la veuve de son frère. Le médecin tueur d'Auschwitz en tire une véritable satisfaction. 13 années se sont écoulées depuis Auschwitz. En 1958, un groupe de survivants d'Auschwitz dépose plainte contre le meurtrier d'enfants. Il a reçu une lettre d'Allemagne. Fais attention, tu es recherché. Juin 1959, un mandat d'arrêt international est lancé contre Mengele. Le service de renseignement israélien, le Mossad, se met à sa recherche. Sur la demande de passeport de Mengele en Argentine figure son adresse. Au même moment, Eichmann est victime d'un enlèvement. Il a fait sa valise et il est parti. Où, vous allez me demander? Vers le nord. Le Paraguay? Oui. Le dictateur du Paraguay d'origine allemande, Alfredo Stroessner, accorde la citoyenneté au médecin de la mort. Pendant que Stroessner cache son compatriote, d'autres le recherchent activement. Je l'ai cherché plus d'1 an en Amérique du Sud, à Montevideo, au Chili, au Paraguay. Et finalement, c'est par l'intermédiaire d'un SS disposé à nous aider qu'on a retrouvé sa trace au Brésil. Mais soudain, on a été rappelé par notre hiérarchie. Le Mossad était pourtant près du but. Le meurtrier d'enfants court toujours. Il a trouvé refuge à Sierra Negra, au Brésil. L'Autrichien Wolfgang Gerhardt, complice de Mengele. C'est lui qui a trouvé cet endroit pour son protégé qui tente d'exorciser sa peur par la chanson. Mais de douloureux souvenirs continuent à hanter son esprit. Un extrait de son journal intime daté du 16 juin 1968. Je suis d'humeur instable. J'ai peur. En 1969, l'Ange de la Mort emménage à Sao Paulo. Ses derniers amis, la famille Bossert. Tonton Joseph adore jouer avec les enfants. Tonton, c'est aussi comme ça que les jumeaux d'Auschwitz appelaient Mengele. Nouveau déménagement. Ce sera le dernier. Il s'appelle désormais Wolfgang Gerhardt, comme son bienfaiteur qui lui a fourni son passeport. Le complice d'Hitler est aujourd'hui à la retraite. Voici sa maîtresse, à l'époque âgée de 25 ans. Elle est là pour l'aider à oublier et lui rendre sa fin de vie la plus douce possible. Personne ne m'avait traité avec autant d'égard auparavant.
Mais lui, oui. C'était un véritable ami. Quand j'étais triste, il me demandait toujours « Pourquoi es-tu triste ?» Il s'inquiétait vraiment pour moi. Il prenait soin de moi. Il savait se montrer compatissant. Alors que le monde entier recherche Mengele, le médecin du camp de concentration passe ses week-ends sur la plage de Bertioga. Le 7 février 1979, Mengele est victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il se baigne et se noie. 34 ans après la libération d'Auschwitz. Il a longtemps été pourchassé, mais n'a jamais été attrapé. Sa punition n'aura pas été de se faire attraper, mais de vivre dans la peur constante d'être découvert. On était venu là pour travailler, on se disait qu'il y aurait peut-être un jardin d'enfants pour les plus jeunes. Voilà ce qu'on s'imaginait. Personne n'avait entendu parler d'Auschwitz. Le train est parti. On a voyagé nuit et jour, dans des conditions très difficiles. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de toilette. Rien du tout. Après 3 jours de voyage, nous sommes arrivés à Auschwitz, au beau milieu de la nuit. Soudain, il y a eu une lumière aveuglante et un bruit assourdissant. C'était le chaos absolu. Il devait être 2 heures du matin. Quand on est descendu du wagon, on nous a aussitôt séparés. Les hommes à droite, d'un côté les parents, de l'autre les enfants. L'instant d'après, on était tous séparés. Avec mon frère, on a entendu quelqu'un dire « Les jumeaux, par ici ». Les jumeaux, sortez du rang. Plus vite, maudit juif. Dehors, dehors! On nous a demandé de descendre et de nous mettre en rang. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. C'est là qu'on a vu Mengele. On aurait dit Napoléon. Les forts étaient envoyés d'un côté afin de servir de main-d'œuvre. Tous ceux qui devaient être tués étaient envoyés de l'autre côté. Nous, les enfants, n'étions pas considérés comme de la main-d'œuvre. Nous devions suivre nos mères et aller du côté des condamnés à mort. À Auschwitz, les médecins étaient tous sous pression. C'était à nous de décider où envoyer ces milliers de gens, à gauche ou à droite. C'était ça notre quotidien. Il n'a pas prononcé le moindre mot. Il se contentait de siffloter un morceau d'opéra. On aurait dit qu'il dirigeait un orchestre symphonique. Droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche.
C'était un médecin nazi, mais un peu différent des autres. Les nazis croyaient tous que les Juifs étaient des dégénérés et qu'ils étaient inférieurs physiquement. Mengele était d'avis qu'il existait deux peuples vraiment doués sur Terre, les Allemands et les Juifs. L'un de ces deux peuples était amené à dominer le monde, et lui préférait que ce soit les Allemands qui dirigent le monde et non les Juifs. Il a beaucoup réfléchi à ce qu'était son devoir. Était-ce son devoir de faire le travail pour lequel on l'avait embauché, autrement dit tuer les Juifs, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres aspects à prendre en compte? Voici l'air que Mengele sifflote souvent devant les jumeaux d'Auschwitz. Les journées à Auschwitz commençaient toujours par l'appel. Tous les prisonniers devaient rester debout des heures devant leur baraquement. On ramenait même les morts. Et quand quelqu'un manquait à l'appel, on était contraint d'attendre jusqu'à ce qu'on le retrouve. Ensuite, les jumeaux étaient conduits au laboratoire pour y subir des examens. Les premiers examens ont consisté à comparer différentes parties du corps, comme les yeux, la taille, le nez, tous les signes extérieurs. Ça a duré plusieurs heures, plusieurs jours même. Ensuite, ils ont procédé à des transfusions sanguines d'un jumeau à l'autre. Je me souviens de plusieurs paires de jumeaux auxquels on a prélevé du sang. On leur a prélevé tellement de sang qu'ils sont tombés dans les pommes. Ils ne tenaient plus debout. Ils se sont écroulés au sol comme de vulgaires sacs en plastique ou comme des bouteilles de bière vides. Et puis ils ont été tués. Ils étaient devenus inutiles. Cette image restera à jamais gravée dans ma mémoire. Jamais je ne pourrai l'oublier. Dans cet endroit protégé par des barbelés, vivent des centaines de jumeaux, disponibles sur demande. Le zoo humain de Mengele. Leur sort n'est pas encore scellé. Ils sont considérés comme des élus, car ils appartiennent à Mengele. Il avait droit de vie ou de mort sur nous. On tremblait. Oui, on tremblait. On avait tellement peur de lui. On s'enfuyait quand on le voyait approcher. On avait peur qu'il nous fasse subir des examens. Ou bien qu'il nous envoie au crématorium. Oui, on tremblait quand on le voyait. Mais voilà le véritable maître du royaume des morts. Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. Und Sie wissen auch, dass es hier gar kein Pardon gibt. L'instigateur de la solution finale n'a jamais mis les pieds à Auschwitz. Hitler n'a même jamais entendu parler de Mengele, bien que l'ange de la mort ait accepté d'être son complice. Au bout de quelques jours, on connaissait tous Mengele. De grande taille, impressionnant et plutôt bel homme. Tous les matins, il venait assister à l'appel devant le bloc des jumeaux. Mengele était un très bel homme.
Il était jeune, environ une trentaine d'années. Il se considérait comme le père de tous ses jumeaux. Quand on avait quelque chose à lui demander, il notait tout scrupuleusement. Le soir, des soldats venaient souvent chercher ceux qui avaient émis un souhait. On ne les revoyait plus. Ils avaient été tués. Ils n'utilisaient pas de cobayes. Ils utilisaient des humains. Ça ne devait pas coûter plus cher. Et on ne pouvait pas leur reprocher de faire leurs tests sur des animaux. Ils effectuaient de vrais tests. Le fait qu'on utilise des humains pour des expériences scientifiques était tout à fait accepté dans le contexte d'Auschwitz. Seuls les plus forts étaient amenés à survivre. Il fallait bien éliminer les faibles pour que les forts puissent survivre. L'ange de la mort injecte des bactéries dans l'organisme des prisonniers, leur ouvre le crâne, prélève une partie de leurs organes. Grâce à ses études sur les jumeaux, il espère être nommé professeur et pouvoir sauver des vies. Que je sois en bonne santé ou bien malade, que je sois normal ou bien fou, une chose est sûre. Sans le docteur Mengele, je ne serais pas assis là aujourd'hui. Le médecin de la mort a fait avorter plusieurs femmes et a envoyé les fœtus à Berlin afin de les faire examiner. Sous couvert de la guerre, toutes les barrières tombent. Les sous-hommes, comme les qualifie la propagande, sont mis à disposition. Comment lutter contre le typhus? Pour le savoir, il suffit de réaliser des expérimentations sur l'homme. Les prisonniers des camps de concentration sont infectés par des agents pathogènes. Rares seront les survivants. Comment réagit l'organisme à des altitudes extrêmes? Pour le savoir, il suffit de réaliser des expérimentations sur l'homme. Les prisonniers des camps de concentration sont soumis à une forte dépressurisation et meurent dans d'atroces souffrances. Certains sont même disséqués vivants. L'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin où a été formée l'élite de l'eugénisme nazi. Les meurtriers en blouse blanche participent, eux aussi, au génocide. L'Institut Kaiser Wilhelm est le pivot de l'exploitation du corps humain. Le professeur Ottmar von Verschuer a l'idée de se servir de jumeaux afin de déchiffrer le code génétique. Il demande des fonds pour financer ses recherches. Le professeur Sauerbruch donne son accord. Pour un meurtre. Ce qui me chagrine le plus, c'est de savoir que cet homme, qui croyait pratiquer une science au service de l'humanité, pratiquait en fait une science qui a conduit l'homme à sa perte. Verschuer nourrit un projet ambitieux. Procéder à des sélections génétiques afin de créer un surhomme. Pour cela, il est nécessaire de tuer des gens et de collecter des échantillons. Essentiellement des enfants. Mengele réintègre l'Institut au courant de l'été 1942. Après un séjour sur le front. En tant que médecin SS sur le front russe,
il a pratiqué quotidiennement des sélections. Il décidait qui, parmi les blessés, pouvait survivre et qui était condamné à mourir. Le capitaine Mengele n'a cependant pas pris part à cela. Mais sur les conseils de son mentor, Mengele accepte de donner un nouvel élan à sa carrière. Verschuur offre à Mengele un paradis de recherche unique. Un incroyable réservoir de cobayes. Des milliers de sujets d'études disponibles en permanence. Le camp d'Auschwitz ne reconnaît pas le droit à la vie, ni la pitié. Bienvenue dans l'usine de la mort. Mai 1943, il est envoyé en Pologne. Le docteur Mengele sait-il ce qui l'attend là-bas? Juden und Bakterien und Leis und Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Le voilà arrivé à destination. Le 30 mai 1943, le docteur Joseph Mengele prend son service à Auschwitz. Des milliers de personnes venues des 4 coins de l'Europe affluent chaque jour à Auschwitz. J'ai été envoyé là-bas avec toute ma famille. Même les enfants, petits et grands, étaient envoyés là-bas. Mais on ne savait pas où on avait atterri. Est-ce qu'on est... Race aryenne. Il est l'assistant du professeur Ottmar von Verschuur, un éminent généticien. Et il devient l'instrument zélé de cet homme, désireux de créer une race supérieure. Les autorités sont amenées à déterminer la pureté de la race. Êtes-vous arien ou juif? Le jeune docteur Mengele est sollicité en sa qualité d'expert. Il opère une sélection. Même si on ne parle pas encore de solution finale. Inapte à la vie en communauté, vous n'êtes pas le bienvenu. Les personnes déclarées aptes à la vie en communauté défilent au pas. Les médecins sont également représentés. Ils ont pour mission de façonner la race supérieure. Was wir zu bessern haben, das wissen wir selbst. Und was Menschen bessern können, das werden wir bessern. Mengele souhaite se faire un nom, et vite. À cette époque, cela n'est possible qu'au sein des SS. Les SS, ordre noir du régime et instrument de l'élitisme racial. Mengele se marie à l'été 1939 avec le consentement des SS. Il passe son voyage de noces sur l'île de Sylt. Bon baiser de Joseph et Irène Mengele, et encore merci pour le magnifique bol. Les choses auraient pu tourner bien différemment s'il n'y avait pas eu la guerre. Son épouse affirmera plus tard avec conviction, il a toujours été très gentil. C'était un homme très gentil. Le docteur Mengele était quelqu'un d'agréable et de bien élevé. Il a toujours été correct avec tout le monde, jamais agressif. Lorsqu'il nous arrivait de faire une erreur dans notre travail, il ne s'énervait jamais. Au contraire, il se montrait très compréhensif.
Les nazis ne montrent en revanche aucune mansuétude envers les handicapés de l'Allemagne hitlérienne. Première victime d'une idéologie qui ne tolère que les forts et les saints d'esprit. En 1939, un film annonce la couleur de ce qui va suivre. L'Allemagne dépense chaque année plus de 700 millions de marks pour ces malheureux. Des exemples tirés du monde animal justifient la nécessité de tuer les plus faibles. Au sein d'une même espèce, on assiste à des combats débouchant sur la mort du plus faible. Les handicapés vont à l'encontre de l'idée de race pure et héroïque. Seul un peuple fort et en bonne santé est amené à survivre afin de laisser un héritage à la nation et au monde. En Allemagne, on assiste à une guerre interne sans précédent. De plus en plus de médecins endossent le rôle de bourreaux. Cela commence par la stérilisation et l'avortement et débouche sur des meurtres. On appelle cela le droit de détruire la vie dénuée de valeur. Autrement dit, l'euthanasie. On recense des centaines de milliers de morts. La médecine avance main dans la main avec la dictature. Les blouses blanches deviennent un uniforme à part entière. On ne prête plus le serment d'Hippocrate. On prête désormais serment au maître absolu. Sans aucun scrupule. Ni mauvaise conscience. Après 3 jours de voyage, nous sommes arrivés à Auschwitz, au beau milieu de la nuit. Soudain, il y a eu une lumière aveuglante et un bruit assourdissant. C'était le chaos absolu. La sélection a commencé. Gauche, droite, gauche, droite. Il était toujours très élégant. Il portait presque systématiquement des gants blancs. Il avait un visage agréable, avec des traits plutôt fins. Et puis, il avait des yeux qu'on n'oublie pas. Les enfants d'Auschwitz. Le docteur Mengele les appelle ses cobayes. Des objets d'étude et d'expérimentation. Il était sans scrupules. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas un vrai médecin. Ça ne l'intéressait pas de sauver des vies. Mengele était plus intéressé par la mort. C'était quelqu'un de mauvais. Le diable en personne. Janvier 1945. Les Allemands quittent précipitamment Auschwitz. Le docteur Joseph Mengele ne sera jamais appréhendé. Mais le souvenir de ses crimes ne cessera de le tourmenter. La peur d'être découvert. S'agit-il de l'ange de la mort d'Auschwitz?
Joseph Mengele est né en 1911 à Günzburg, sur les bords du Danube. Un enfant sans histoire. Son père est un riche fabricant de machines agricoles. Le jeune Mengele, conscient de son statut social, est un bon vivant. C'est un habitué du café Madère, le lieu de rendez-vous de Günzburg. Il est plus intéressé par le relationnel que par le politique. Mais tout va changer avec cet homme. Hitler est l'idole de la famille Mengele. Notamment parce qu'il a promis de venir en aide aux paysans allemands, principaux clients de M. Mengele. Son fils n'a pas l'intention de reprendre l'entreprise familiale. Il veut suivre sa propre route. À l'université de Munich, Joseph Mengele rêve de devenir médecin et chercheur. L'idéologie raciste d'Hitler lui est totalement étrangère, mais elle se justifie d'un point de vue scientifique. Joseph Mengele se passionne pour l'anthropologie. Il souhaite fournir la preuve officielle de l'infériorité des races non-aryennes, principal fondement de l'idéologie nazie. Et le règne de l'immoralité va atteindre son paroxysme ici. Mengele touche enfin son rêve du doigt. Un jour, on connaîtra mon nom. À Francfort, le jeune médecin participe au développement du concept de